Il y a donc certains traumas ou certaines choses qui peuvent s'hériter de cet imaginaire-là. Et que d'une certaine manière, en effet, il y a des voix en toi qui sont pas vraiment les tiennes, enfin, même si bien sûr que ce sont les tiennes, mais ce sont aussi des voix qui sont venues par d'autres, et, et que bah, c'est comme si on était très nombreux, qu'il y avait plein de fantômes dans le cabinet. Mais à la limite, je préfère d'une certaine manière même parler de fantômes ou parler d'esprit, euh, à condition qu'on soit pas en train de dire que forcément ils existent. Mais là, disons l'employer de manière métaphorique, euh, que l'explication qui va être semi-scientifique et qui finalement ne l'est pas en fait, parce qu'elle prend un vocabulaire scientifique, mais que le nombre là aussi, le nombre de forfaitures qui sont commises, on va utiliser le darwinisme pour tout et rien, alors qu'on n'a même pas vraiment compris, d'ailleurs, en général, les gens qui utilisent la théorie darwinienne, ils n'ont même pas vraiment compris la complexité de la véritable théorie de l'évolution biologique, et ils la transportent dans le champ de l'économie, et ils la transportent un peu partout, comme si c'était une évidence, et bien sûr, c'est scientifique, puisque c'est du vocabulaire biologique. C'est totalement bidon. Par contre, la troisième partie, je la sens pas, mais comme je suis par ailleurs déconnecté de mon corps, mais c'est un objectif, je suis curieux. C'est comme si tu étais en train de t'incarner. Donc ton corps à corps, qu'est-ce qu'il a de différent, qu'est-ce qu'il a de spécifique, ou comment tu rencontres le corps de l'autre et le tien? Euh, Parce que je crois que ça, j'ai pas. Mais peut-être que je me trompe. La métaphore Comment qui tu me le vient, ressens? Tu vois, ce que, comment tu le ressens? ce que Comment ça j'appelle te touche? ce que j'appelle le corps, c'est le mouvement du corps, c'est la danse finalement. C'est la manière qu'on a de danser avec les choses, de danser avec le monde. Euh, Ah, euh, Tu vois, et au fond, sans doute, il y a une correspondance entre la manière qu'on va avoir de se mouvoir, mais se mouvoir, c'est aussi le corps imaginaire, c'est-à-dire que, parce que précisément, nous sommes des êtres d'imagination. Euh, Comment, parce que quand on regarde, même quand on regarde un paysage, on n'est jamais seulement en train de regarder un paysage, on regarde pas seulement une image, on voyage dans l'image. C'est-à-dire que, mais littéralement, c'est-à-dire que on s'imagine courir à tel endroit ou aller dans telle direction. On est imaginairement actif face à ce paysage. Et donc, on déploie imaginairement, quand bien même on serait cloué, même un tétraplégique, quelqu'un qui devient tétraplégique après un accident, il continue à déployer des mouvements imaginaires. Et on les déploie pas évidemment de la même manière. Enfin, ça raconte beaucoup de nous, la façon dont on se meut. Euh, et finalement, il y a par exemple dans le chemin d'un Spinoza dans l'éthique ou d'un Aristote, même dans ses traités logiques, finalement ce qu'on va appeler le style, ou chez un joueur d'échecs, il y a quelque chose de comment il danse. Est-ce que sa danse, c'est de foncer tout droit? Est-ce qu'au fond, imaginairement, il est un chevalier sur son destrier avec sa lance en train d'essayer de tracer une ligne droite fabuleuse? Ou est-ce que sa danse, c'est plutôt la danse de quelqu'un qui fait des ronds, qui esquive, euh, est-ce que c'est très terrestre? C'est la force d'un panzer, ou est-ce que c'est la grâce d'un papillon? C'est quelque chose de la façon que nous avons de nous projeter imaginairement dans le monde, se retranscrit dans notre gestuelle et se retranscrit aussi dans notre manière de réfléchir et dans notre manière d'écrire. ouais, je suis d'accord. Juste Gaëtan est venu m'aider à distance. C'était le terme de bouc émissaire que je cherchais tout à l'heure Mm. pour les enfants ou la manière dont on peut être instrumentalisé. Sur la partie de la corporalité, effectivement, la danse, je vois bien. Ben, ça va avec ce que tu disais avant, entre la danse de l'esprit, la danse euh, du système cognitif, la manière avec les pleins et les creux dont on va interagir.
ou même les silences. Alors là, je vais plus au-delà de THP. Enfin, je dis de temps en temps que le monde ordinaire a du bruit qui est ponctué par le silence. Et arrivé à une certaine altitude, le silence est ponctué par le bruit ou par les mots. Il y a beaucoup moins de mots, mais le silence est habité. Enfin, quand Mm. tu parles de la danse, j'entends ça. C'est à la fois les mouvements en plein et en creux, la manière dont l'esprit danse, où la personne peut interagir avec les tiers, ou va interagir ou pas d'ailleurs, les tiers et son environnement. Mais je me posais une question. Qu'est-ce que ça vient changer dans ton travail, puisque tu te corporalises, tu t'incarnes, t'as tes neurones qui dansent à l'intérieur de toi, puis en même temps tu vas faire danser d'autres sur des ateliers. Ça peut pas ne pas intervenir dans ton travail Dans mon travail comme analyste ou dans mon travail théorique? d'analyste. Et peut-être théorique, je sais pas, mais au moins d'analyste. Enfin, est-ce que ça te donne accès à d'autres capteurs ou d'autres attentions ou d'autres conscientisations ou d'autres liens? Oui, 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 je pense, oui. Je suis beaucoup plus les années passent, plus je suis attentif effectivement à des signaux extrêmement faibles, auxquels j'étais moins attentif au départ. Euh, j'étais, j'ai jamais été, parce que c'est pas mon style, jamais été très esclave de la théorie psychanalytique. Hein. J'ai commencé à être analyste parce que le dispositif me paraissait passionnant, parce que l'exploration que j'avais faite moi, comme analysant, m'avait à la fois libéré et surtout ouvert des chemins extraordinaires. Mais la théorie, je la trouvais intéressante, mais très 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 bancale dès le départ. Mais tout de même, je crois que les premières années, c'est mon goût, c'est le philosophe en moi qui écoutait beaucoup. C'était un goût très intellectuel voilà, de comprendre ce qu'est la psyché de manière conceptuelle. Bon, et, et d'entendre dans le récit de l'autre et dans son histoire, non pas de ramener comme le font plein de psys à des catégories qui sont maniées à la hache, justement. Non, quand même, j'en étais pas là. euh, mais quand même d'essayer d'identifier même des structures complexes. Mais bon, ce goût est toujours là, mais c'est vrai qu'il est passé progressivement au second plan et que je suis dans un geste sans doute aujourd'hui beaucoup plus poétique d'une certaine manière ou musical et qu'en effet, quand je te dis que j'essaye d'entendre pas tant les problèmes de l'autre dans leur structure, même logique, dans le récit que l'autre en fait, même si j'écoute aussi ça, mais euh, je suis beaucoup plus sensible à quelque chose qui tient à la fois à la mise en jeu du corps, à la vibration de la voix, au choix des adjectifs, à l'inflexion de la voix, et aussi même à ce que ça fait surgir en moi comme image mentale. Par exemple, je suis beaucoup plus sensible qu'avant aux lieux imaginaires dans lesquels la personne que j'ai en face de moi m'emmène, tout simplement par sa manière d'être, par sa manière d'occuper l'espace. Il y a des gens qui m'emmènent au fond, tout d'un coup, je m'aperçois que la personne est en train de me transporter à l'intérieur d'une église où on serait en train de chuchoter, ou dans une chambre d'étudiant où on serait en train, oui, il serait 2 heures du matin et on serait en train de refaire le monde dans une chambre d'étudiant. Il y en a d'autres qui m'emmènent encore ailleurs, dans la manière qu'ils ont de parler et d'engager la parole. Je comprends. Voilà, ils m'emmènent pas au même endroit et ça fait complètement de la façon dont j'écoute. Mais je vois une analogie entre ce que tu viens de me dire là et ce que tu me disais tout à l'heure sur tes nouveaux ateliers de théâtre. C'est comme si ton travail thérapeutique, enfin, j'entends exactement la même chose. C'est un travail de metteur en scène où tu es touché, comme dans ton travail de metteur en scène, d'univers, d'écoute, de corps, de symbolique, d'émergence. Mm. Ouais, ouais. Tu as raconté, enfin, ou je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as raconté la même histoire dans deux lieux différents. Oui, non, mais tout à fait, bien sûr.
Mmh. Mais je trouve ça très beau, hein, en plus. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus riche et ça donne plus envie. J'imagine que ça donne plus envie pour les gens qui viennent te voir parce que ça parle plus des solutions que des problèmes, ce qui est quand même intéressant. Et quand je t'entendais en parler, moi je voyais, tu m'emmenais dans un truc de musique, dans une partition. Mais les partitions avaient à l'opéra, tu vois. Mmh mh. Et donc je fais ce que tu m'as dit. Tu as dit que tu faisais avec les autres, et moi tu m'as emmené à l'opéra. Quand tu me parles de ce que tu fais avec tes analysants, et je voyais des partitions de musique, des mouvements et des choses qui peuvent être des éclairages de la vie des gens. Ben, j'ai trouvé ça très beau. Merci. En tout cas, c'est beau à vivre. Tu parlais des prochains livres là. Vous avez d'autres trucs sur le feu? Alors, t'en parles de temps en temps, mais Ouais, c'est ça, mais j'ose plus promettre. non, mais pas pour promettre. C'est pas pour promettre. C'est moi, c'est les contenus. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des émergences ou des questionnements ou des Bon, focus? alors il y a un travail fondamental, mais que je repousse à chaque fois parce que qui est une sorte de revisitation de questions anthropologiques majeures autour de ce que j'ai esquissé tout à l'heure sur le symbole et le symbolique. Ah ouais. Il y a des questions qui m'intéressent beaucoup et qui sont liées, mais qui seront sans doute pas dans le même ouvrage, autour, pour faire court, de la façon dont les cultures dont on hérite ont institutionnalisé, disons, placé des relations d'abus au cœur de tout le fonctionnement de toutes les institutions. Voilà. Le, le cabinet de psychanalystes, le cabinet de psy, le dispositif dont on hérite, imaginairement, c'est le lieu d'un viol. Là, un plateau de théâtre aussi, une salle de classe aussi. Pourquoi Voilà. c'est le lieu d'un viol? Oh, si on parlait du cabinet de psy, là c'est même très clair. Enfin, Oui, non, mais sur la salle de classe, je suis d'accord pour le cabinet du psy, mais pour les autres rituels. disons d'un viol, alors d'un abus, d'une prise de possession, Ah voilà, d'accord. d'une prise de possession de l'autre. Mais quand je disais viol, c'était pas pour le ramener à du sexuel, ne serait-ce que d'ailleurs que parce que il est même pas sûr que dans la plupart des viols au sens propre de ce qui est juridiquement considéré comme viol, il est même pas sûr que l'enjeu fondamental du côté de l'imaginaire soit un enjeu sexuel. C'est bien plus un enjeu de possession ou de mise à mort. Enfin, Oui. la plupart des viols, sans doute, ne s'accompagnent pas d'un orgasme extraordinaire. Le but, ça passe par du sexuel, mais parce que le sexuel c'est l'intime par excellence. Mais l'enjeu le plus essentiel est même pas forcément sexuel. Donc cet enjeu-là de prise de possession de l'autre, euh, c'est un enjeu qui est central dans absolument toutes les institutions. Et c'est ce qui me fait dire, en raccourci, que, que, on hérite de dispositifs d'abus ou de viol, et qu'un des grands enjeux, quelle que soit la fonction qu'on occupe, c'est d'essayer de déminer le terrain, c'est de le nettoyer de tout ça. Ah, il y a du travail. Il y a du boulot, ouais. Mmh. Mais tu vois, beaucoup d'institutions, effectivement, tu des alors on peut mettre ça avec les rituels, symboliques dont tu parlais, hein, qui ré qui réalimentent ça, quand tu parlais des rituels symboliques, mais en plus avec la question de l'abus, de la soumission, Bien sûr. bah, mmh, tu vois, on ça s'est entendu, il y a des reportages sur les moi, dans les métiers dont j'ai pas parlé, j'ai travaillé aussi 10 ans en restauration pour payer mes études, mais sur les chefs de cuisine, où les chefs de cuisine disent: «Bah, j'en ai bavé, on m'a fait chier, donc je vais en faire autant». Ouais. Bon, heureusement, il y en a qui font bouger ça, mais c'est ça qui me vient, mais j'ai entendu dans d'autres, disciplines. C'est comme si ça faisait partie de comment on appelle ça? Du bizutage ou de ces trucs à la con, Oui, oui. Et comme si c'était sans doute même d'ailleurs au fond l'enjeu essentiel. Euh, c'est et
finalement, aujourd'hui, c'est heureusement en crise. Toutes les institutions sont en train d'imploser Ouais. et c'est de se dissoudre, ce qui est aussi très dangereux, mais enfin, c'est aussi très salutaire. Bon. Donc j'ai envie de réfléchir là-dessus et d'écrire là-dessus, notamment sur la psychanalyse, évidemment. Voilà. Donc il y a pas mal de choses en chantier. Ouais. En quoi la douance ou comment? Parce qu'on voit bien on l'a un peu parlé, les personnes surdouées atypiques n'acceptent pas, rentrent pas dans les rituels. Ils n'acceptent pas, comme tu l'as parlé de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, c'est physique. Il faut bien savoir que c'est physique, c'est organique. C'est que même si le cerveau a envie, le corps va foutre le bordel, il va te faire vomir. Moi, Non. j'ai une jeune fille, je me souviens, tous les jours, elle était à l'infirmerie. Ses parents m'ont appelé. Et je la connaissais, hein. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, Fabrice, ils sont cons, ils sont cons, ils sont cons, ils sont cons. Je lui ai dit, tu sais, ça va durer quand même, parce que d'abord, pour une part, ils ne le font pas exprès. Et puis en plus, si tu veux, ça va durer un moment. Elle me dit, mais les cours sont cons, les profs sont cons, les élèves sont cons. Elle me dit, ils sont bêtes à bouffer du foin. Ben, je lui dis, ouais, je comprends, sauf qu'il va falloir qu'on essaie de trouver une solution. Parce que sur le fond, tu as raison, sur la forme, non. Il y a quelque chose à revoir. Et aujourd'hui, elle va très bien. Elle va très très bien. Elle a basculé. Elle est dans une école de créativité, de BD, et elle est très heureuse. Comme quoi, c'est pas rédhibitoire. Et j'aime bien avoir des bonnes histoires, mais il y a quelque chose où il y a des profils comme ceux-là qui vont faire symptôme d'un système. Ou comme tu l'as dit parfois, c'est pas que les autres l'ignorent, c'est pas que les autres l'acceptent, mais c'est qu'ils font avec. Et il y a Mm. quelque chose que, il y en a qui font pas avec. Mm. Pour les HPI, c'est plus fort qu'eux, et c'est un peu le canari dans la mine qui est le lanceur d'alerte, qui le paye cher, souvent. Et quelle autre solution? J'ai souvent la demande, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut accepter. Alors j'entends parfois des choses qui disent que l'intelligence, c'est de s'adapter. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, je suis pas d'accord avec le contraire non plus. Donc je pense que c'est ni de s'adapter, ni de pas s'adapter, mais il s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi et s'adapter à des choses aliénantes et intolérables et inacceptables, parce qu'il y en a quand même, beaucoup. Je pense que l'intelligence, c'est aussi de résister, de pas accepter, de pas s'adapter. Bah, ce qu'il y a, c'est que même le terme adapté, souvent, il est très polysémique et il n'est pas interrogé. Parce que Exactement. ce qu'on appelle adaptation parce que au fond, il est très à la mode parce qu'il est décalqué de la théorie darwinienne, Ouais. théorie d'adaptation. Sauf qu'en fait, ce qu'on appelle l'adaptation dans la théorie darwinienne, c'est pas du tout la soumission à l'écosystème. L'adaptation, c'est le fait de trouver, enfin, d'hériter d'une mutation qui tout d'un coup va permettre éventuellement d'ailleurs de ravager l'écosystème. Hein. C'est juste de bouffer toutes les autres espèces et de régner sur l'écosystème. C'est ça l'adaptation. Hein. C'est pas du tout une vision de mère nature où chaque chose est à sa place. C'est une vision édénique d'une nature où chaque espèce est adaptée parce que le lion bouffe un peu la gazelle, mais pas trop pour qu'il reste des gazelles, et la gazelle bouffe un peu d'herbe, mais pas trop, et tout va bien, et c'est merveilleux, et Dieu a créé ça comme ça. Pas du tout. La théorie darwinienne, c'est le contraire de ça, c'est un chaos et un bordel généralisé, et l'espèce qui mute, et qui tout d'un coup, sa mutation lui permet de tout bouffer autour, et quitte à ce qu'il y a plein d'autres espèces qui en crèvent, bah, tant mieux pour elle. C'est ça l'adaptation. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit il faut s'adapter? Est-ce qu'on dit il faut se soumettre à un ordre social et y trouver sa place et venir se soumettre aux places telles qu'elles sont distribuées et se loger dans une place prédéterminée? Ou est-ce qu'on parle d'adaptation dans un sens authentiquement darwinien, c'est-à-dire il faut trouver la manière d'exister, quitte à éventuellement foutre un bordel monstre, mais au moins de se déployer soi. Euh, ce qui est déjà pas, tu vois, c'est pas exactement la même chose. Donc, ce que je Ben constate non. en tout mon côté, c'est que les gens avec qui je travaille dans mon cabinet, euh, quand le travail permet que que
un choix soit fait et qu'un acte soit posé qui tout d'un coup a des répercussions importantes dans la réalité, c'est-à-dire leur vie professionnelle tout d'un coup se décante, enfin tout d'un coup ils sont dans une vie qui est beaucoup plus en accord avec qui ils sont. C'est jamais ou très rarement parce qu'ils se seraient adaptés dans le premier sens du terme, parce qu'ils auraient fait profil bas, qu'ils auraient fait des compromis. Étant moi-même totalement incapable du moindre compromis, de toute façon je suis le pire psy possible pour pour les aider à ceux qui cherchent ça, surtout vous pas qui viennent me voir, je vais être nul, vraiment nul. Euh, je sais pas faire des concessions, je sais pas faire des compromis, et je n'ai pu faire un chemin dans l'existence qu'en actant le fait qu'aucun compromis n'était possible et qu'il fallait que fallait que je bifurque, fallait que je prenne des tangentes et que j'invente des trajectoires qui n'existaient pas jusque-là. Et les gens que je reçois, alors c'est biaisé aussi en même temps, hein. Justement, je suis pas en train de faire des stats, puisque je reçois des gens qui en général ont lu mes bouquins, regardé mes vidéos et qui m'ont choisi, donc ils m'ont choisi aussi pour ça sans doute. Bon, mais en tout cas, ceux qui me choisissent, quand quand ils posent tout d'un coup un choix qui en effet ouvre des perspectives concrètes, très satisfaisantes, c'est en général un truc qui n'appartient qu'à eux, qu'on n'aurait pas pu prévoir. J'aurais été incapable une semaine avant de dire qu'il fallait faire ça, mais en général quand ils le font et qu'ils disent voilà j'ai fait ça, ça sonne comme une évidence, mais ça ne peut être une évidence qu'a posteriori, parce que ça tient au fond, c'est toujours un geste de flibustier, mais qui est une combinaison tellement singulière de plein d'éléments qui leur appartiennent qu'effectivement c'était ce geste-là qu'il fallait poser à ce moment-là. Bon. Mais cela dit, ça invente plutôt une nouvelle place que ça ne vient se loger dans une place qui préexistait. Ouais, et je pense qu'enfin, pour moi, il y a beaucoup de maltraitance sur l'utilisation du langage, parce qu'en fait, il est à peu près partout polysémique, qu'il est à peu près, en général, non spécifique, non contextuel. Je me suis aussi formé aux thérapies narratives, et en fait, c'est d'une violence terrible. C'est-à-dire que les mots sont pas calés. Tu as de l'interprétabilité à peu près partout. Adapte-toi, ça veut dire rentre dans le moule et fais pas chier, hein, en gros, c'est le sous-titrage. Et à l'arrivée, c'est même pas questionné. Il y a une espèce de soumission qui devrait faire partie du système ou de culture. Et on entend, on entend hein, c'est générique, un certain nombre de choses toutes faites, de concepts tout faits à l'emporte-pièce, et un langage qui est d'une violence terrible, qui font que les gens aussi se jugent, se critiquent, se maltraitent, parce qu'il y a l'adaptation, il y a aussi le lâcher-prise. J'y mets jamais, mais jamais de la vie, lâcher-prise. Mais il faut pas y compter. L'autoprise, elle est géniale, ça. Il faut que je lâche prise. Oui. Je travaille à lâcher prise. Ben, on va mourir quoi, avec tout ça. Et je pense qu'il y a, avec de la bonne volonté aussi, mais on ne re-questionne pas les mots, les structures de langage, ce que ça signifie, où est-ce que ça nous envoie. Enfin, pour moi, c'est un bordel monstre, ça me rend fou, le langage, hein, personnellement. Et quand les gens me parlent, en général, je les questionne à peu près tout le temps, à peu près sur tout. Alors après, je fais l'économie, mais ils ne mesurent pas à quel point, à la fois pour eux et pour les autres. Alors dans le monde ordinaire, en fait, ça laisse des espaces de libre arbitre où en gros on te dit quelque chose, tu fais ce que tu veux. Et en fait, c'est un gros bordel organisé où chacun n'est pas dupe pour les plus malins. Alors ça marche bien pour les tordus, les pervers et les stratèges, hein. Mais il y a des atypiques qui s'en sortent très bien. Comme moi j'ai pu le faire, je sais manipuler les langages, rentrer en pleu, en creux ou en plein dans les choses, mais sinon ça produit de la pathologie, ce truc-là. Et les gens ne le mesurent pas, à quel point faut tout re-questionner, mais absolument tout. Enfin, vu de chez moi, mais je suis chiant, hein, mais faut tout re-questionner. De toute façon, c'est pour ça au départ que j'ai fait de la philo, et évidemment, si je suis psychanalyste et pas psychothérapeute, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est les questions. Moi, j'ai pas les réponses, hein. Je les ai pas pour moi-même, je vais pas les avoir pour les autres. En revanche, effectivement, de au moins avancer dans les questions, ça ouvre des horizons. Et quand il y a une réponse qui en surgit, une réponse pratique,
C'est bien parce que de question en question, en les affinant, en rebondissant d'une question à l'autre, on a changé de manière de voir. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur les questions. J'avais vu ça dans les travaux de Grothendieck qui disait: «Je comprends pas pourquoi je trouve des choses que les autres ne trouvent pas, mais en même temps, je me pose des questions qui se posaient pas, dans Ouais. des endroits où ils n'allaient pas». Bah oui, évidemment. Mais on est dans un monde de McDo, hein, d'où tout doit être livré en question, toutes les formes d'aliénation et d'allégeance et d'urgence de la société qui s'écroule, alors qu'il faudrait ramer plus des questions, mais faut être en paix pour ça. Ah mais moi, je rêve d'une société où, par exemple, le système éducatif euh, serait d'abord fondamentalement la transmission d'une interrogation. Tu vois, Ah, ça au serait bien. fond, ce qu'on commencerait par expliquer aux gamins, c'est bah voilà, on appartient à une espèce un peu folle, et voilà ce qu'on s'est raconté jusqu'à présent. On s'est raconté ça, puis après on s'est raconté ça. Alors aujourd'hui, on se raconte ça. C'est la solution la moins merdique qu'on a trouvée pour l'instant, mais bah on vous laisse le package. Et, Ah ouais, bah, ce serait infiniment plus réjouissant. Enfin, bah, si tu leur dis: «Tapez dedans et vous avez le droit de pas être d'accord et remettez-nous en question», ça serait joyeux, en fait. bah oui, évidemment. Mais la route est longue, hein. On est mal barré pour l'instant. Il y en Comme a tout. qui font ça, hein. Il y a vraiment des enseignants qui font un travail remarquable de cette nature-là, qui sont assez atypiques, HPI ou pas, mais en tout cas qui ont des postures beaucoup plus, créatives. Je pense que, les écoles, aussi selon les pays dans lesquels on est, sont pas du tout de même nature. Nous vraiment, Il y a du boulot, ouais. mouais, il y a du boulot. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Parce que je te propose qu'on commence à atterrir. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur, la place de la danse ou peut-être les questions que tu te poses? Ah ouais, quelles questions tu te poses sur la danse pour lesquelles moi j'en ai plusieurs, mais tu as pas encore les réponses? Euh... Pardon, Je ne réponds plus ça rien. me vient comme ça, je me sentirais moins seul. Euh, J'en ai plein, j'en ai plein et ça m'obsède, mais il y a pas que ça qui m'obsède, parce que je veux trouver des réponses et j'espère être toujours en vie, avant de les trouver. euh, quelle question je me pose sur... mais je réfléchis plus trop sur la douance elle-même. Ouais, je sais, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais je te le pose je te le pose quand même parce que ça m'intéresse. Ou si tu mets pas la danse, tu mets quoi? Parce que pour moi Disons, la danse euh, ou sur l'intelligence, quand je parle de la douance, je parle vraiment des atypiques, c'est-à-dire ceux qui sont ceux qui viennent d'une autre planète. oui, Heu, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, mais on en avait déjà parlé, on se rejoint là-dessus. C'est-à-dire que ce sur quoi on a réfléchi avec mes co-auteurs, c'est pas les plus de 130, on le sait bien. C'est d'ailleurs certaines personnes qui ont moins de 130 ouais. et certaines personnes qui ont plus. Ça recoupe peut-être statistiquement, oui, et encore. On a parlé d'un écart qui est à un autre endroit et qui a des incidences sur la cognition, mais des incidences d'ailleurs pas toujours en termes de performance supplémentaire. Et, et disons que effectivement, ce que tu appelles toi vraiment la typicité, c'est-à-dire euh, qui, quand c'est repéré par les tests, sans doute a un peu plus à voir avec le THQI. Euh, c'est la partie qui m'intéresse le plus, disons. Je t'avais raconté, il y a une expérience qui m'a fait pas mal réfléchir dans l'écriture justement du bouquin A3, euh, et qui m'a fait réfléchir justement parce qu'on réfléchit pas du tout de la même façon, Sandrine, Philippe et moi, justement, qu'on n'a pas du tout les mêmes gestes cognitifs. Donc c'était pas aisément interprétable. C'est que plusieurs fois, sur des problèmes qu'on se posait, des problèmes théoriques ou des problèmes éditoriaux, mais qui étaient en fait aussi des problèmes théoriques, des problèmes logiques. Comment on va construire le plan, comment on résout telle question, tel paradoxe, donc, plusieurs fois, c'est arrivé qu'on passe plusieurs semaines
à pas trouver, à brasser, à agiter le truc et à patiner, et que soudain l'un de nous trois arrive, appelle les autres, excité comme une puce, en disant ça y est, je trouvais, faut qu'on se voit, ça y est, je sais. Bon, donc évidemment, on suit les rendez-vous dans le quart d'heure, et donc celui qui arrivait donc excité avec sa révélation commençait sa phrase, mais commençait à peine sa phrase. En fait, c'est parce que tac, et tout d'un coup, les deux autres, en une fraction de seconde, recomplètent absolument tout le tableau. C'est-à-dire, ah oui, bien sûr, tac, 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 tac. Bah voilà, oui. Bon, donc même pas le temps de finir la première phrase, que tout d'un coup tout se réassemblait. Et je me suis demandé, mais c'est arrivé suffisamment de fois pour que ça me questionne. Je me dis, mais comment ça se fait Parce que encore une fois, on réfléchit pas de la même manière. Comment ça peut aller aussi vite Qu'est-ce qui se passe là Et je me suis rendu compte du fait que, certes, on n'a pas les mêmes gestes cognitifs, mais qu'on a vraiment un point commun très fort avec Sandrine et Philippe. C'est que quand on bâtit une réflexion, et alors, en plus dans mon geste cognitif à moi, c'est encore plus évident, parce que moi j'aime bien baliser le paysage. C'est mon geste de philosophe, mais sans doute si j'ai fait philo, c'est aussi parce que c'est un geste plus ancien, plus archaïque que ça. J'aime bien bâtir des cathédrales conceptuelles, des édifices logiques. J'aime bien ça. Philippe, par exemple, si on regarde un paysage, moi, je vais essayer d'y voir une structure, d'avoir une vision d'ensemble. D'ailleurs, j'ai très tôt, gamin, érotisé le déplacement, le sens de l'orientation, par exemple, essayer de visualiser même quand je marchais dans une forêt, essayer de la regarder de haut pour essayer de tracer une carte de tout l'espace, c'est un truc qui me plaisait. Bon. Donc, Philippe, lui, il est beaucoup plus, finalement, la structure d'ensemble l'intéresse pas. C'est pas qu'il est pas capable de raisonnement logique, il fait des raisonnements logiques d'une rigueur parfaite, mais il a pas envie de les construire. Mais il est paysagiste, lui, si je me Voilà, souviens bien. Paysagiste, mais ce qui l'intéresse, c'est pas ce qui l'intéresse, c'est le surgissement de l'imprévu. Même dans son geste de paysagiste, enfin, il est paysagiste, il a fait tellement de choses. Il a fait de l'intelligence, il est passé par l'informatique, l'intelligence artificielle, les sciences humaines, et il est passé aussi par le paysagisme, tu vois. Enfin, mille trucs en plus d'être psychanalyste. Mais donc, ce qui l'intéresse dans le paysage, c'est pas du tout, par exemple, le grand jardin à la française façon le nôtre, même si si tu le mets devant les jardins de Versailles, il va très bien analyser les jeux des structures, il va être tout à fait capable de t'expliquer comment c'est foutu. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'arbre improbable qui pousse à un endroit où il devrait pas pousser. Enfin, tu vois, c'est comment on va créer de l'imprévu. C'est le petit détail, c'est la petite chose infiniment poétique qui surgit à un endroit et dans laquelle un monde entier, une liberté se dessine. Tu vois, c'est précisément l'échappée. Lui, c'est la ligne de fuite qui l'intéresse. Bon, et Sandrine, c'est encore autre chose. Bon, donc on a vraiment des gestes dissemblables. Et pourtant, on se rejoignait en une fraction de seconde. Et alors, donc je disais, dans mon geste, c'est encore plus facile à analyser. C'est que moi, quand je bâtis une cathédrale, et que je pose des Legos, c'est-à-dire j'empile des concepts, comme j'ai écrit l'acte 1 du bouquin, avec des postulats, des hypothèses, tac, 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 clac, 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 clac. En fait, je sais bien qu'à chaque Lego que je pose, il y a des fragilités, qu'il y a un peu un forçage, que c'est le Lego le moins merdique que j'avais à ma disposition, mais que sa définition est pas parfaite, et qu'il y a qu'il y a des paradoxes, il y a des trucs pas tout à fait résolus, c'est la moins mauvaise manière que j'ai pour l'instant de bâtir l'édifice, donc ok, je le pose. Mais il y a des endroits qui me satisfont pas. Je vois bien les objections qui pourraient m'être faites, simplement, je partirais à l'infini, donc il faut bien avancer, mais je vois bien des endroits où c'est pas bon. Et en fait, ces endroits-là, qui sont les points de fragilité de la structure, la plupart des gens qui bâtissent la structure, ces endroits-là, c'est les endroits qui vraiment profondément les gênent, qui les dérangent, qui les angoissent d'ailleurs, parce que c'est ce qui pourrait faire tout s'effondrer et qui fasse que finalement leur travail est anéanti. Donc ce sont des points d'angoisse qu'ils essayent plutôt de minimiser et au fond qui refoulent, qui mettent à l'écart. Pour moi, ces points-là, c'est pas, non seulement c'est pas des points d'angoisse, mais c'est les endroits même du désir. Parce que finalement, plus encore que la structure achevée,
Ce qui m'intéresse, c'est le moment où elle va être flanquée par terre pour pouvoir en reconstruire une autre. En fait, c'est l'endroit où je vais pouvoir me libérer de ma propre machinerie conceptuelle. C'est-à-dire que, au fond, ma pire crainte peut-être, c'est de devenir prisonnier de moi-même. Et que, ok, je bâtis un beau machin, mais le truc qui pourrait tout renverser, c'est très jouissif pour moi, parce que c'est à cet endroit-là que je vais peut-être découvrir de nouveaux horizons, et que peut-être dans 5 ans, je serai plus du tout d'accord avec ce que je pensais 5 ans avant, et ça pour moi c'est une perspective extrêmement réjouissante. Donc, C'est-à-dire que tu fais du temporaire, ça me fait penser à Jacques Derrida sur la déconstruction du langage, qui disait que tout langage porte en lui sa déconstruction. Donc on pourrait quasiment automatiser ça, et en fait la déconstruction fait encore partie du langage, et dans ce que tu fais de ton jeu de Lego, en fait ta déconstruction fait encore partie du jeu. voilà. Et donc, ce que ça signifie, c'est que les endroits où c'est un peu fragile, en fait, comme je ne les oublie pas, au contraire, ils restent très actifs en arrière-plan. Donc, ça continue dans mon inconscient cognitif à être là en permanence et à bouger. Et donc, au moment où tout d'un coup, Philippe arrive, par exemple, ou Sandrine arrive, avec une nouvelle perspective qui permet de réassembler tout ça, comme c'est constamment en train de danser en arrière-plan, ça va très vite le réassemblage. J'ai pas à mobiliser des choses que j'ai soigneusement mises au placard. Au contraire, je les ai pas du tout mises au placard. Euh, et là-dessus, on a, au fond, s'il y a bien une chose qui nous réunit, derrière nos manières différentes de réfléchir, Sandrine, Philippe et moi, c'est que ce qui nous excite le plus, c'est l'endroit où on ne sait pas. C'est que les questions nous excitent beaucoup plus que les réponses. Et que donc, finalement, dans nos chemins de réflexion, à chaque fois qu'il y a des questions pas encore résolues, non seulement ces questions, on les fait pas disparaître de nos inconscients cognitifs, mais c'est même ce qui est le plus actif en arrière-plan. Et est-ce Donc que c'est ça veut vraiment dire... mobilisable. Je te laisse terminer. Oui, non, mais bah, c'est-à-dire que, alors, pour donner une application de ça, c'est que je me suis très souvent confronté dans le petit monde de la douance, quand j'allais faire des conférences ou que j'ai fait des rencontres ou machin, etc., à des gens qui, certes, étaient atypiques dans leur manière de raisonner, construisaient, bâtissaient des théories ou des façons d'appréhender les choses et de les mettre en récit atypiques parce que ne se calaient pas, ne se coulaient pas spontanément dans la proposition habituelle des récits collectifs. Et donc, étaient effectivement beaucoup plus autonomes et beaucoup plus actifs et beaucoup plus créateurs dans leur manière d'interpréter la réalité face à eux et de bâtir une pensée de cette réalité-là. Mais une fois qu'ils avaient bâti quelque chose, le verrouillaient le plus vite possible. Ils bâtissent une théorie avec éventuellement une dérive éventuelle paranoïsante. Ils ont bâti un machin, mais c'est tellement important, ils s'identifient tellement au machin qu'ils ont bâti qu'il faudrait surtout pas qu'il s'effondre. Et pour être sûr qu'il va pas s'effondrer, bah, on le verrouille. Et tous les endroits où ça pourrait être fragile, c'est des endroits où on vient occulter d'une manière ou d'une autre. C'est coulé dans le béton. Voilà. La question que j'avais, c'est est-ce que c'est, et je comprends et je partage et j'espère que je fais la même chose, c'est un truc temporaire en attendant de faire mieux, auquel cas vous vous recomposez les uns les autres, et ou, un peu comme en mécanique quantique ou le multivers, je pousse les murs, hein, vous existez à une autre dimension dans laquelle vous êtes syntonisés, comme les particules en mécanique quantique qui peuvent se communiquer à distance. Et en fait, vous avez une autre dimension de vous-même, inscrite en dehors de l'espace-temps, qui vous permet de communiquer à cette dimension-là. Il y a des gens qui font ça, hein, qui me l'ont expliqué comme ça pour eux. Est-ce que ça a du sens, ou c'est juste, enfin juste, et c'est déjà énorme, vos fonctionnements de recomposition, ou est-ce qu'il y a les deux, ou est-ce que vous ne l'avez jamais posé comme ça? Alors, la deuxième dimension dont tu parles, moi, pour des raisons de croyance ici et maintenant, je ne la relierai pas à la mécanique quantique, ni etc. En revanche, la façon dont je poserai des mots là-dessus, et en effet, je l'avais pas questionné comme ça, mais je pense que c'est, à minima de la façon dont je vais le dire, je pense que c'est incontournable. En effet, c'est pas simplement le fait que tous les trois, individuellement, on érotisait
les questions laissées sans réponse. C'est aussi le fait que sans doute dans nos dialogues, dans nos échanges, on bâtissait pas simplement consciemment ce qu'on était en train de bâtir, mais que comme on est tous les trois aussi très attentifs aux signaux faibles, dans nos échanges se construisaient en parallèle des questionnements dont on n'avait pas forcément conscience. Ouais, c'est ça. Mais qui font que quand l'un de nous frayait un chemin, finalement, sans s'en être aperçu, on l'avait au fond frayé à trois dans tous nos échanges sans même s'en rendre compte. Sans doute, il y a de ça aussi. Ce qu'on pourrait effectivement conceptualiser en disant on s'était mis sur des fréquences identiques. Et alors après, il y a finalement la question de savoir à quel plan ontologique tu te réfères. Ceux qui croient par exemple à l'existence de l'âme parleront d'âme qui s'accorde. Enfin bon, finalement, il y a plein de manières de rendre compte de ça. Enfin, ouais, pour moi, peu importe, chacun va chercher le référentiel qui l'arrange. Moi, la mécanique quantique ou la physique quantique m'intéresse en tant que ça peut être un véhicule, un véhicule conceptuel. Mais je me dis que de la manière dont vous travaillez, il faut bien qu'il y ait quelque part une instance, vue de chez moi, où il y a des choses qui s'alimentent et se synchronisent, et que de temps en temps, poum, ça produit ça. Oui, alors ce qui m'empêche moi de mobiliser la mécanique quantique dans ma manière d'essayer de comprendre le monde, c'est que pour l'instant en tout cas, je trouve très convaincantes les explications par exemple de Feynman quand il dit que la mécanique quantique, au fond, les physiciens ne peuvent que la vulgariser, mais que on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas les équations. Et or, sont des équations d'une complexité telle que, enfin, directement, je sais que je n'y comprends rien. Voilà. J'ai lu des trucs de vulgarisation là-dessus. Oui, je sais ce que c'est que le chat de Schrödinger. Enfin, je crois savoir ce que c'est que le chat de Schrödinger. Disons, je peux parler du chat de Schrödinger. Je On a peux parlé à parler. ça. Je peux parler du spin d'un photon. Il y a quelques trucs la loi d'indétermination d'Heisenberg. Je peux en parler, mais je sais. Enfin, je crois savoir. Disons, je fais confiance à quelques physiciens qui disent oui, mais en fait, ce sont des images pour vulgariser, mais on peut pas comprendre tant qu'on. Et donc, leur faisant confiance, je me dis que je ne comprends pas. Je sais au moins que je ne comprends pas, et que donc je vais pas me servir de quelque chose que je ne comprends pas et dont je ne perçois que quelques images pour théoriser, même si par ailleurs, en droit, j'accorde tout à fait la possibilité qu'un certain nombre de phénomènes cérébraux soient des phénomènes quantiques. Ce serait même très surprenant que ce soit pas le cas, et que donc, quelque part, que certaines explications de la mécanique quantique puissent rendre compte des phénomènes dont on est en train de parler. C'est même en droit, c'est même un réquisite sans doute absolument indispensable. Mais le chemin de l'explication, à moins de le faire de manière totalement métaphorique, mais donc c'est pas sûr que ce soit très rigoureux, le chemin de l'explication, je sais que j'en suis pas capable, et que j'entends quand même beaucoup de choses très fantaisistes, parce que voilà, c'est un sacré support de fantasme, la mécanique quantique. Donc Oui, je suis comme toi, hein, je m'en arrête au métaphorique, mais je préfère utiliser la science que le New Age. Parce que après, tu vois, les référentiels sont tous discutables. Donc je choisis celui qui l'est le moins pour moi, et j'ai pas. j'entends, mais finalement, si on utilise, je dis pas que c'est ce que tu fais, hein, mais parfois on utilise la science de façon New Age, et qu'à la limite, moi je préfère parfois, je m'aperçois par exemple dans ma pratique d'analyste, que je préfère parfois utiliser un vocabulaire auquel ontologiquement je ne crois pas. C'est-à-dire que, par exemple, je ne crois pas aux esprits. Bon, j'ai peut-être tort, hein, voilà, je ne crois pas à l'âme, je ne crois pas aux esprits. Je suis plutôt matérialiste, et peut-être je découvrirai à ma mort dans un grand éclat de rire que je me suis planté jusque-là, et ce sera très réjouissant. Mais, par exemple, dans un cabinet d'analyse, des esprits, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que un cabinet de psychanalyse, c'est un endroit où il y a plein de fantômes. À minima, parce que de toute façon,
dans ton imaginaire, tu fais exister des gens qui sont morts, que tu fais exister même des gens que tu n'as pas connus, mais il y a des bribes de l'imaginaire de tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents qui ont agi en toi par l'imaginaire de tes parents, et même si tu les as jamais rencontrés, c'est là, et qu'il y a donc certains traumas ou certaines choses qui peuvent s'hériter de cet imaginaire-là, et que d'une certaine manière, en effet, il y a des voix en toi qui sont pas vraiment les tiennes, enfin, même si bien sûr ce sont les tiennes, mais ce sont aussi des voix qui sont venues par d'autres, et que bah, c'est comme si on était très nombreux, qu'il y avait plein de fantômes dans le cabinet. Mais à la limite, je préfère d'une certaine manière même parler de fantômes ou parler d'esprit, à condition qu'on soit pas en train de dire que forcément ils existent. Mais là, disons l'employer de manière métaphorique, que l'explication qui va être semi-scientifique et qui finalement ne l'est pas en fait, parce qu'elle prend un vocabulaire scientifique, mais que le nombre là aussi, le nombre de forfaitures qui sont commises, on va utiliser le darwinisme pour tout et rien, alors qu'on n'a même pas vraiment compris, d'ailleurs, en général, les gens qui utilisent la théorie darwinienne, ils n'ont même pas vraiment compris la complexité de la véritable théorie de l'évolution biologique, et ils la transportent dans le champ de l'économie, et ils la transportent un peu partout, comme si c'était une évidence, et bien sûr, c'est scientifique, puisque c'est du vocabulaire biologique. C'est totalement bidon. Je suis d'accord, j'ai toujours ça et je le partage. Enfin, je le partage, c'est-à-dire je m'expose à ça, bien sûr. Bien sûr. Et je suis frustré de ne pas être assez compétent sur le sujet pour pouvoir avoir les arguments que je n'ai pas. Euh, mais je l'utilise comme métaphore. Alors moi, je crois aux esprits et à l'âme, donc je peux aussi en parler différemment. Mais on fait avec nos référentiels, indépendamment que on soit chez moi plusieurs à l'intérieur, mais ceux-là, ils sont à moi. C'est habité, si tu veux. Ça fait beaucoup de monde. Mais on est plusieurs. Alors ça, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. Et je leur dis, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul à être plusieurs à l'intérieur. Moi aussi, je suis plusieurs à l'intérieur. J'ai un copain, j'ai dû en parler une ou deux fois. Il me dit, Fabrice, on est tous les 15, on vient te voir au bus. Ben, j'ai dit, venez tous. Et ça, c'est normal. On n'est pas obligé d'avoir un petit bonhomme en blouse blanche qui vient nous voir. Après, il y en a d'autres, faut des prises en charge. Mais on peut être plusieurs à l'intérieur, mais vaut mieux aller après s'ils sont pas tous d'accord, vaut mieux aller se faire aider. Euh, et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour notre voyage d'aujourd'hui? Non, on a déjà dit beaucoup de choses. C'était Ouais, chouette en ouais, tout cas. c'était passionnant. Est-ce que tu veux bien reparler des bouquins auxquels tu as contribué? Le premier, j'ai plus le nom, où il y a un petit bonhomme dans une fenêtre. Ouais, le premier s'appelle Intelligent, trop intelligent, et le sous-titre c'est Les surdoués, toujours entre guillemets les surdoués, parce que le terme est catastrophique, les surdoués de l'autre côté du miroir. Ça, c'est un bouquin que j'ai écrit seul. Et puis ensuite, on a écrit un bouquin à trois avec Philippe Blesco et Sandrine Janola, qui est Les surdoués et les autres, et le sous-titre c'est Penser l'écart. Et pour les autres, faudra patienter. C'est ça. Euh, donc, tu avais aussi ta chaîne démonstrée, mais de mémoire, tu avais dit que tu la mettais un peu en pause, c'est ça? Bah, disons, j'ai fait plein de vidéos à un moment, parce que voilà, je trouvais ça très marrant et c'était très chouette à faire. Et puis j'en ai eu marre, justement parce que voilà, le truc je l'ai consommé, que c'était super, mais que bon, au bout d'un C'est moment fait. j'en avais marre. C'est fait. Et donc comme quand même ça me tient à cœur cette idée de trouver d'autres supports que le support livresque pour continuer à diffuser des réflexions, des idées. Je suis constamment en réflexion sur comment faire. Donc ce que je maintiens, c'est précisément d'accepter de temps en temps des invitations comme la tienne. Voilà. Et je te remercie. Et puis peut-être que
Alors j'ai essayé à un moment donné le format podcast, tel que je l'ai essayé, ça a pas bien fonctionné, mais je vais peut-être réessayer la rentrée. Je sais pas, à voir où l'existence m'emmène. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. J'étais ravi qu'on puisse et se retrouver, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et en même temps partager sur des sujets où j'étais sûr que j'avais un interlocuteur qui allait renvoyer les balles. Donc ça, c'est toujours un bon moment pour moi. Et puis, je fais jamais de conclusion parce qu'il n'y a pas de conclusion à des sujets pareils. Mmh. Euh, pour la chaîne, ben, on va se retrouver. Il y a d'autres programmations en vue. Là, on a enregistré avec Gaëtan, avec Elsa Guillet. Elsa, elle est psy à Liège. Elle est spécialisée sur le burn-out parental. Elle travaille avec l'université de Louvain. Donc, Mmh. on a fait un enregistrement sur tout ça qui est invisible avec du déni. C'est le burn-out parental. Et en particulier pour les parents d'enfants atypiques concernés ou pas, ce qui rajoute au bazar dans les deux cas. On va voir Théodorine qui va venir prochainement sur comment elle a retrouvé la parole. Et à sa remise en communication, elle a 16 ans. On va avoir à la rentrée une amie médecin qui a fait un D1 maladie auto-immune et que tu connais, et qui a fait son D1 maladie auto-immune, en plus d'avoir ses doctorats et tous ses diplômes de médecine, sur maladie auto-immune et neurodiversité. Et elle Mmh. est allée jusqu'au génome. Donc pour son DU, d'abord, elle a fait 600 pages. Elle a dit non, je crois que je vais les assommer. Donc elle a réduit à 100 pages qu'elle m'a envoyé. Donc ça avait un, qu'est-ce qui fait, tu parlais du corps, et elle voit bien, il y a plein de témoignages ou même d'études aux États-Unis, qu'il y a des maladies spécifiques générées pour les gens de la neurodiversité, HPI, TSA en particulier, où j'explique en particulier pour TDAH. Mmh. Ouais. Tu vois, on peut toucher l'ADN, la carte mère, mais je préfère avoir un médecin, puis elle a aussi un doctorat sciences pour aller discuter sérieusement sur des trucs où j'ai pas les éléments de langage, j'ai les questions, j'ai la curiosité, j'ai pas les éléments de langage. Et puis après, on verra. Voilà pour les prochaines émissions. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des contributions. En fait, les gens sont très demandeurs. On a eu, je sais pas, il y a combien d'années où on a été en conférence ensemble, en présentiel. Il y a pratiquement plus de présentiel. Maintenant, tout se passe à distance ou plus du tout. Mmh. Et il y a des vraies demandes, je pense, de focus, de clarification sur ce sujet-là, même si beaucoup de choses sont sorties. En tout cas, infiniment merci, Carlos. Ouais, merci à Bonne toi. continuation pour votre danse à trois, parce que ça doit être joyeux de temps en temps et challenging, j'imagine, en même temps. Et c'est bien d'être différent, puisque c'est de là Mmh. que naît la lumière. En tout cas, merci beaucoup. Pour les personnes qui sont sur la chaîne, pensez à vous abonner, pensez à pointer si vous êtes intéressé, vous abonner si vous pouvez, si vous voulez recevoir l'invitation pour les autres émissions. Et puis, prenez bien soin de vous. À une prochaine fois.